je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le thème que je vais aborder, c'est les consommations énergétiques et plus particulièrement la possibilité de les réduire. Pour cela, il y a un certain nombre de facteurs impactants à prendre en compte, à identifier et également certaines consommations à identifier également. Donc, pendant la présentation qui durera une trentaine de minutes, vous pourrez poser vos questions dans la zone en bas à gauche de votre écran, donc sur le chat. Denis, qui est le support technique chez nous, répondra à ces questions et nous en sélectionnerons un certain nombre à l'issue de la présentation. Pour ma part, je me prénomme Delphine Ifsud. Je suis responsable du pôle efficacité énergétique au sein de l'entreprise Distram. Donc, Distram est une société qui est spécialisée dans la distribution d'appareils de mesure vers les industries, mais également l'éducation. Depuis 2010, Distram a décidé de se spécialiser dans l'efficacité énergétique et c'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Il faut savoir également que Distram dispose d'un grand réseau de commerciaux dédiés par région. Donc, la phrase leitmotiv qu'on a décidé un petit peu de mettre, c'est « En connaissant ces consommations énergétiques, on peut les réduire ». En effet, pour connaître ces consommations énergétiques, on va passer par une phase de maîtrise et de sensibilisation. Donc, il y a des enjeux qui sont multiples pour l'entreprise. Tout d'abord, il faut se positionner sur un plan économique. C'est-à-dire, est-ce que quand on va réduire nos consommations énergétiques, on va bien réduire sa facture énergétique? Il va falloir vraiment identifier chaque source qui sont énergivores. Ensuite, on va se positionner sur un plan social, sur un plan d'éco-responsabilité en sensibilisant tous les acteurs de l'entreprise. En dernier lieu, ce qui est très important, c'est de maîtriser ces données et d'être aussi capable de voir si on est en accord avec la législation. Il y a de plus en plus de normes qui sont en train d'être mises en vigueur. Il y a une norme, notamment la NFEN 16247, qui est devenue obligatoire depuis le 5 décembre 2015 pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 50 millions d'euros et ou pour des entreprises supérieures à 250 salariés. Pour ces entreprises, elles ont l'obligation de réaliser un audit énergétique. Si elles ne le font pas, elles peuvent être amenées à être sanctionnées ou à être mises en demeure. Donc, il est très important d'être en éveil sur toutes les législations et il faut savoir aussi que le fait d'anticiper ces normes et directives, ça permet pour l'entreprise de se rendre éco-responsable. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Ces chiffres, finalement, alors on ne voit pas très bien, mais c'est un petit peu la répartition, finalement, de la consommation énergétique dans le milieu de l'industrie. Quand on fait le comparatif, on se retrouve à avoir 2/3 des consommations qui sont liées au gaz et à l'électricité. Donc, c'est facilement un facteur où on va se rendre qu'il est impactant pour l'entreprise d'agir dessus. D'autre part, on se rend compte que les entreprises investissent de plus en plus dans des systèmes d'économie d'énergie. Ça représente au jour d'aujourd'hui entre 8 et 9%. Donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de leviers à identifier qui sont des leviers très impactants. L'entreprise étant de plus en plus énergivore, il faut être vraiment conscient de tout son environnement. Le premier levier étant la structure de l'entreprise et aussi le matériel qu'on met à disposition des personnes. En termes de structure du bâtiment, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a des déperditions thermiques? Est-ce que les vitrages sont adaptés? Est-ce que l'éclairage également est adapté à l'espace, aux gens qui sont en train de travailler, aux étudiants quand on est dans des lycées? Tout ça, c'est très important de prendre ça en considération. Par exemple, pour l'éclairage, la norme NFEN 12464 stipule bien qu'il faut adapter son éclairage à l'environnement et donc à l'espace et à l'activité qui est faite. Ensuite, il faut se rendre compte aussi que tout le matériel qui est mis à disposition des gens dans l'entreprise a aussi un impact, a une empreinte. Cette empreinte, il faut en avoir conscience. Il faut savoir aussi la réguler et sensibiliser les gens en fonction. Par exemple, quand on utilise un ordinateur, il faut savoir que si on le met en mode veille, on utilise quand même déjà jusqu'à 20 à 40% de la consommation d'un ordinateur en fonctionnement normal. Ce
qui est énorme. Donc, il faut adapter sa flotte informatique. Il faut aussi prendre conscience que quand on laisse des prises en fonctionnement, quand on laisse plusieurs scanners, eh ben, c'est des choses qui vont avoir un impact important. Donc, il va falloir à ce moment-là se poser de réelles questions. Est-ce qu'il y a des déperditions thermiques? Ces déperditions thermiques, pour les identifier, on va par exemple pouvoir utiliser une caméra thermique. Il faut aussi savoir si donc la structure est adaptée au travail des salariés, comme je le disais tout à l'heure, et effectuer constamment la veille technologique. Veille technologique veut dire, est-ce que les matériaux qu'on va mettre, par exemple, à l'avenir vont être adaptés? Est-ce que, encore une fois, toute la flotte informatique va être adaptée à l'environnement? Est-ce que l'éclairage est adapté? C'est-à-dire, est-ce qu'on part plus sur de la lampe fluorescente qui est beaucoup plus conseillée, ou est-ce qu'on part sur du détecteur de mouvement sur des zones de passage? Toutes ces choses, il faut vraiment les identifier en amont parce que ce sont des vecteurs d'amélioration qui permettront de gagner en compétitivité et productivité et surtout qui auront un réel impact sur la facture énergétique. Donc, on est finalement dans une logique d'amélioration continue. Donc, le deuxième levier, on vient à identifier, pas au niveau de la structure et du matériel, mais on vient à identifier en termes de sources énergivores. Donc, effectivement, on a l'éclairage, le matériel informatique, les chaînes de production quand on veut gagner en productivité, mais on a des grandes sources qui sont énergivores, qui vont être l'électricité, l'eau, le gaz, qui viennent en corrélation finalement avec le graphique que je vous ai fait voir précédemment. L'idée est alors de les suivre. Pour cela, on applique la télérelève. Est-ce que vous savez ce que c'est la télérelève pour les personnes qui ne seraient pas du milieu? Si vous pouvez écrire vos réponses dans le petit chat sur votre gauche. Un troisième? Presque. La personne qui a dit presque, est-ce que vous pourriez un petit peu détailler? Bon. Finalement, oui, voilà, toutes les petites réponses que j'ai, il y a des petits axes de réflexion, effectivement. Donc, plus communément, la télérelève, c'est un système complet qui va consister à relever tout type de compteur. Donc, on va de l'eau, gaz, électricité, comme précédemment indiqué, et dans le but de permettre une supervision des consommations. Donc, les compteurs jaunes et verts, effectivement, sur l'élec, ça en fait partie. L'idée va donc être de détecter des anomalies, de réduire les consommations et de déceler les sources d'économie potentielles. Quand on détecte des anomalies, ça peut être par exemple une panne, une surconsommation, une surchauffe, une fuite. Toutes ces choses-là vont être impactantes. On va facilement pouvoir les réduire, les identifier et on va facilement pouvoir réguler en termes de facture énergétique leur impact. Donc, en termes de facturation, on ne va plus être sur de l'estimatif, mais on va vraiment être sur des données concrètes, sur un index. Oui, c'est tout couillon, effectivement. Donc, vous allez maintenant me poser la question. Il y a sûrement des prérequis. Et est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? J'imagine que tout le monde se pose cette question. Alors, en termes de prérequis, déjà, si on veut télérelever des compteurs d'eau, électricité et gaz, il va falloir des compteurs. Mais les compteurs, ils ne sont pas tous équipables. Donc, sur l'image, vous avez le petit compteur en bas à gauche qui est d'eau, celui d'en haut électricité, je suis à droite de gaz. Ces compteurs-là, il va falloir se renseigner sur le fait de s'ils sont télérelevables ou pas. Donc, s'ils sont télérelevables, il faut voir ça avec votre fournisseur de compteurs, tout simplement, ou voir ça auprès d'un acteur qui s'y connecterait dans le domaine. Une fois que vous savez s'il est télérelevable, vous pouvez appliquer la télérelève. Si ce n'est pas le cas, il va falloir soit ajouter des modules complémentaires, soit carrément changer le compteur. Ensuite, quand je parle d'environnement, on n'est pas sur l'environnement en termes de planète, on est vraiment sur le mode compteur. Est-ce qu'on est sur du compteur général ou est-ce qu'on part sur du compteur divisionnaire? Parce qu'un compteur divisionnaire va permettre de maximiser les économies,
va nous permettre d'identifier plus précisément où sont nos pertes énergétiques. Donc voilà, là c'est vraiment à l'entreprise de se positionner et de voir jusqu'à où elle veut mener son étude. Ensuite, il y a la technologie. La technologie, est-ce qu'on est sur de la radio? Est-ce qu'on est sur du filaire? Donc radio entend radiofréquence. Quand on est en filaire, il faut savoir qu'il y a des forts coûts d'infrastructure. Il faut énormément changer la structure. Avec, pour l'entreprise, je pense que c'est tous votre cas, en entreprise, c'est très peu préconisé de mettre des fils parce qu'il y a visuellement déjà, dans un premier temps, c'est pas du tout ergonomique et sympa en termes de visuel, mais effectivement aussi en termes de sécurité. On va pouvoir se prendre les pieds dedans, donc ça a un réel impact. Quand on part sur de la technologie radio, là, la différence va être qu'on va être performant et on va éviter tous ces risques. Donc maintenant, à notre niveau, nous, ce qu'on préconise forcément, c'est la technologie radiofréquence parce qu'on évite tous ces impacts. Et quand on va parler de technologie radiofréquence, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est comprendre tout le système global. Donc, effectivement, on part d'un compteur, mais ce compteur, il va falloir y faire des choses. Donc, quand on parle de faire des choses, la première chose à faire, c'est y adapter un capteur. Donc, en technologie radiofréquence, désormais, sur la majorité des exemples et dans les exemples que je vous ai mis, on est sur la bande de fréquence en 868 MHz, qui est une bande de fréquence libre. Pour la technologie WAVENIS, qui est sur votre gauche, c'est une technologie donc, qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans, qui est là pour toutes les mesures, aussi bien électriques au gaz, et qui peut aller jusqu'à aussi à la télérelève de stations météo. Ensuite, on a la technologie LEM, qui, elle, est plus orientée pour les industriels et les acteurs qui utiliseraient des automates, tels qu'avec des protocoles Modbus. Là, on est vraiment adapté à la mesure électrique précise. Et en dernier lieu, vous avez les technologies, les nouvelles technologies, les technologies grandissantes, les technologies de l'IoT, de l'Internet des objets, où là, on va être vraiment sur des optimisations de durée de vie, de batterie et sur des optimisations de portée. Donc, en capteur, il y a une large gamme qui est possible. On va de la température, l'électricité, l'eau, le gaz, mais on peut faire l'hygrométrie, comme je disais, de la station météo. C'est très variable, c'est très adaptatif. Et après, en caractéristique, on est sur des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 10 ans et des portées qui peuvent aller jusqu'à 15 km en LoRa. Encore une fois, l'environnement est très en cause là-dessus. C'est-à-dire que quand on est sur du LoRa, s'il y a des structures métalliques, potentiellement, ça peut quand même interférer sur la portée. Une fois qu'on a mis ces capteurs sur les compteurs, qu'on a donc appliqué cette technologie, il va falloir remonter les données qu'on désire relever. Pour ça, on va mettre en place un collecteur de données. L'idée, c'est vraiment d'être dans un déploiement à un minimum de frais et de limiter l'infrastructure et les modifications qui y sont inhérentes. Donc, je vais vous faire un petit focus sur le collecteur de données. Donc, comme je le disais, le collecteur de données, l'idée, c'est qu'il reçoit les données radio qui sont issues des capteurs reliés au compteur. Ils vont faciliter la supervision avec la possibilité d'historiser les données, de redater, de générer des alertes. Et quand on parle d'historisation des données, il faut savoir que si le serveur sur lequel remontent les données tombe en rade, on se retrouve à avoir une mémorisation qui est quand même de quelques jours, ce qui permet finalement de sauvegarder nos données pendant un certain laps de temps. Donc, vous allez me dire, oui, vous nous dites qu'on peut réduire nos consommations jusqu'à 20%, mais pour ça, il faut le confirmer avec des retours d'expérience. Et là, je vais vous exposer en quelques mots le cas d'étude d'une société avec laquelle nous avons travaillé, qui est Axon Cable. Donc, Axon Cable, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de câbles et de connecteurs. Son objectif, finalement, c'est le même objectif que j'ai stipulé au début. C'est sur le plan
social, en étant éco-responsable, c'est économique, oui, réduire ses consommations, c'est très important, mais aussi c'est en termes de législation. Là, ils étaient vraiment dans une démarche de développement durable en se conformant à l'ISO 14001. Donc, chez AxonCap, ce qu'on a mis en place, c'est un système complet, donc qui prend cette phase capteur relié au compteur, qui prend cette phase collecteur de données, mais finalement aussi où on rajoute un plus qui est le logiciel de supervision. Ils ont décidé qu'on fasse de la télérelève sur tout ce qui est compteur d'eau, mais aussi sur tout ce qui est thermique. L'idée, c'était de voir si, au niveau des ateliers, les températures étaient adaptées au chemin de production, à leurs employés et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Finalement, l'entreprise a investi 10 000 € et au bout de seulement 8 jours, on a pu détecter qu'il y avait tout simplement des canalisations bouchées, une chasse qui était bloquée et qu'en termes électriques, il y a le chauffage réversible qui faisait de la surconsommation. Donc on a finalement fait des économies très rapidement à hauteur de 17 000 € sous 8 jours et de 1 000 € par semaine. Donc, comme je vous le disais, là, on était sur le système complet, ce qui m'amène à vous le présenter. Donc, on a toujours cette phase capteur, collecteur de données, et au final, on veut traiter nos données et les superviser. Pour ça, on va mettre en place un NAS, un serveur, où on va installer le logiciel. Donc, nous, c'est une solution qu'on propose, mais il y a également d'autres concurrents qui le proposent sans problème. L'idée, c'est voilà, d'adapter encore son besoin à ce qui est existant et à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut réduire sa facture ou est-ce que finalement on s'en sort avec les consommations actuelles et qu'on a déjà pré-identifié de diverses manières? Ce logiciel et ces logiciels vont permettre donc de superviser les données. On va vraiment pouvoir effectuer un suivi via des graphes, via des tableaux de données, via des courbes, mais on va aussi pouvoir faire une sorte de maintenance préventive. Effectivement, quand on utilise ce genre de système, on va pouvoir relever le niveau de batterie des équipements, donc on va pouvoir anticiper le remplacement des équipements ou le remplacement des batteries. Ensuite, il y a vraiment aussi un axe de sécurité. En termes de sécurité, on se place sur deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est la sécurité qui est conférée par la technologie radio, parce qu'on est souvent sur du protocole propriétaire, donc des données qui sont totalement cryptées. Et après, il y a la sécurité en termes de quelles données on va communiquer en fonction des profils. Sur un logiciel de gestion, vous allez pouvoir adapter les comptes utilisateurs en fonction de leur profil. C'est-à-dire que si un responsable de pôle veut avoir accès à toutes les informations, aussi bien énergétiques que d'eau, il va pouvoir. Mais si on veut limiter à une personne de la maintenance qui est plus orientée sur l'électricité, là, on va pouvoir lui donner accès qu'aux consommations électriques et par exemple que de son bâtiment à lui. Ensuite, comme je disais, on peut remonter des alertes via le concentrateur, via le collecteur de données. Ces alertes vont pouvoir être remontées via des mails. Pour ça, il va falloir pré-identifier les personnes qui vont être intéressées par la remontée des alertes, les personnes qui vont être impactantes sur le système et qui vont pouvoir tout de suite agir. Et il y a aussi la possibilité de générer des rapports. Donc les rapports, c'est vraiment un très bon moyen pour finalement faire un suivi de ces consommations, pour historiser toutes ces données et potentiellement, quand on doit faire de l'audit, eh ben, ça facilite les process qu'on est en train de mettre en place. Donc finalement, quand on utilise un logiciel de supervision, quand on utilise un système complet de télérelève, l'idée c'est de comprendre ces consommations, de les monitorer. On va pouvoir identifier des pertes, on va pouvoir identifier où et quand elles ont eu lieu, afin de réguler l'ensemble et d'éliminer les gaspillages. Forcément, quand on parle de réduction des gaspillages, on parle de réduction de factures énergétiques et donc de gains économiques pour l'entreprise. Et aussi de pérennisation des performances
Et il faut aussi prendre conscience que quand on va mettre en place un tel système, il ne faut pas s'arrêter dès qu'on a compris d'où venaient nos pertes. C'est-à-dire que des pertes peuvent avoir lieu plus tard. Dans la longévité, des fuites peuvent très bien arriver dans 1-2 mois. Quand on met ce type de système en place, c'est vraiment de le faire perdurer et de le pérenniser un maximum. Le quatrième levier, et non pas des moindres, c'est l'historisation, la communication et la sensibilisation. En effet, finalement, c'est le moins technique, mais c'est peut-être le plus important. Comme je le disais, donc, on peut historiser via des rapports automatiques, et l'idée étant d'archiver pour avoir un meilleur suivi. Si dans 3-4 ans, on veut se rendre compte, faire des comparatifs, eh ben, on pourra se dire que notre efficacité effectivement est grandissante, ou au contraire qu'on a de nouvelles choses qu'on n'avait pas identifiées qui sont apparentes. Donc l'idée étant de formaliser, d'avoir déjà une base interne pour faire de la communication interne, tout en maîtrisant dans la longévité les évolutions. Ensuite, l'aspect communication. Il est très important d'informer tout le monde, qu'on soit dans un lycée, qu'on soit dans une entreprise, tout le monde doit être informé. Pour ça, il y a 4 facteurs à prendre en compte. Déjà, sur quel support on va informer. Là, c'est vraiment à l'entreprise, à la structure d'identifier ce qui va être le plus adapté à sa politique. Donc, on peut partir sur un mode de newsletter, on peut partir sur un mode d'écran informatif, sur du multi-écran, sur tout simplement des alertes sur smartphone. Là, c'est vraiment à vous de vous impliquer et de trouver la politique qui vous sera caractéristique. Ensuite, après le sur quoi, il y a le où. Où, c'est est-ce qu'il y a des endroits vraiment qui sont spécifiques à l'entreprise qui vont être adaptés et pertinents, ou est-ce que c'est partout? Moi, à mon niveau, je dirais on peut le faire partout. On peut même aller mettre des informations au niveau des toilettes, où une personne va être en train de se laver les mains, un collègue arrive, commence à lui parler, la personne laisse le robinet ouvert, et bah, finalement, c'est de la consommation, mais qui est complètement inutile. Donc voilà, donc le partout est important à mon avis. Après, encore une fois, c'est à vous d'identifier en fonction de votre politique. La troisième chose, c'est le qu'est-ce qu'on met. Donc le qu'est-ce qu'on met, ça peut être soit des petits indicateurs, des smileys pour les bonnes pratiques, donc ça peut être des courbes très explicatives, très orientées pour chaque secteur d'activité. C'est à vous de caractériser ce qui est le plus adapté et aussi en fonction des profils des personnes. Donc, on en arrive là au quatrième point qui consiste aux bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques qui sont individuelles et collectives, qui sont les usages du quotidien, mais potentiellement, suite au relevé des consommations à la télé-relève que vous avez effectué, vous allez vous rendre compte qu'un secteur est beaucoup plus consommateur. Alors, ça peut s'expliquer, mais ça peut aussi ne pas s'expliquer. Et si ça ne s'explique pas, c'est peut-être qu'il y a des mauvaises pratiques, justement. Et à ce moment-là, c'est à vous de corriger le tir et de bien informer ces personnes. Donc, il faut anticiper leurs usages. Après la communication, il y a donc cette sensibilisation. Effectivement, vous allez mettre des données à disposition des personnes. Mais ces données, si vous les mettez à disposition et que vous ne les expliquez pas, eh ben, qu'est-ce que les gens vont en faire? Ils vont passer à côté, ils ne vont même pas en tenir compte. Là, il y a vraiment une chose à faire qui est l'explication, la formation. Il faut accompagner les gens à comprendre leurs données. Et après, quand on passe sur ce mode, il y a aussi l'importance de responsabiliser. On veut responsabiliser, pourquoi? Parce que les gens apprennent par eux-mêmes. Donc, on est vraiment sur un mode de learning by doing. Les gens doivent être impliqués dans le processus. Les salariés doivent être impliqués dans cette sensibilisation, dans cette responsabilité, dans cette éco-responsabilité. Il faut qu'ils agissent constamment. On est finalement tous acteurs de nos consommations énergétiques. Tous les salariés sont acteurs de notre facture énergétique. Donc voilà, il faut vraiment les impliquer dans le processus global. Donc, une fois qu'on a identifié ces quatre leviers, finalement, nous aussi, en travaillant sur des projets d'efficacité énergétique, on a pu les appliquer à des unités de production et on a vu que sur des systèmes d'air comprimé, de systèmes de ventilation, vous pouvez gagner jusqu'à 60%
d'économie. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça aussi, ce sont des vecteurs à prendre en considération. Par exemple, si c'est des systèmes que vous avez en place dans votre entreprise, il faut peut-être commencer par là. Ensuite, en termes de réseau de distribution électrique industrielle, c'est la même chose. On peut gagner jusqu'à 15% d'économie par poste. Donc, si on fait le bilan de tout ça, il y a 4 leviers qui sont importants. Donc, c'est la connaissance. La connaissance passe par une maîtrise de la structure, par une identification des sources énergivores. Dès qu'on connaît, potentiellement, on peut déjà commencer à sensibiliser, mais surtout, quand on commence à connaître et qu'on a mis en place un système complet, on va vouloir maintenir tout l'environnement, on va vouloir maintenir tout ce qu'on a mis en place et toutes les consommations. Une fois que ces choses ont été mises en place, on va vouloir améliorer. Donc, dès qu'on a amélioré, effectivement, dans le temps, il peut encore y avoir des déperditions thermiques, des surconsommations. Et bien là, il va falloir qu'on pérennise notre système. Donc pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une implication globale qui en passe par les salariés, qui en passe par une communication et qui en passe par une historisation constante de nos données. Finalement, quand on a fait tout ça, on se retrouve à réduire nos consommations énergétiques. Et oui, on peut bien les réduire jusqu'à 20%. Et on se retrouve aussi à optimiser notre facture énergétique. Donc voilà, pour ma part, c'est terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura appris des choses. Je tiens aussi particulièrement à remercier Dorian de l'équipe WebIKEO, à remercier Gwenaël et Cyril de l'équipe communication chez nous, et Denis qui a, je crois, répondu à vos questions en parallèle. J'étais très concentrée, donc je n'ai pas tout vu. Dans les questions, on va pouvoir peut-être y répondre, si vous en avez. Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est on a sélectionné, alors j'essaye de comprendre, c'est en LoRa, combien de capteurs on peut mettre pour 10 000 €, c'est ça? Donc, on peut être aux alentours de... Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça tout de suite. Finalement, on peut être aux alentours d'une centaine de capteurs. 80 à 100, globalement. Pour Jean, alors l'efficace énergie, oui, effectivement, c'est le logiciel qui est développé par Distram, effectivement. Donc, on a une équipe d'ingénieurs chez nous qui a développé ce système. Pas de souci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'on a raté des questions aussi? Oui, finalement, c'est l'objectif, effectivement. L'objectif, c'est de partir sur un mode audit énergétique, mais surtout aussi de l'externaliser jusqu'à un management de l'économie. Là, on se rapproche de la norme ISO 50001. Alors, avec la solution d'Istram, on ne peut pas relever que des compteurs en impulsion. On peut faire aussi du relevé de température, de stations météo. On a aussi des capteurs 420 mA et 0,5 volts. Capteurs d'humidité, capteurs de luminosité, enfin voilà. Oui, on peut donner un compte, accès à un compte de démo à la solution logicielle efficace énergie.
Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, vous pouvez le demander, justement, on vous recontactera par la suite. Je crois qu'il faut cliquer sur... vous devez avoir un check vert, il me semble. Vous le voyez, en fait, vous avez « Je suis intéressé » en dessous, rappelez-moi. Pour les 100 capteurs, vous me demandez un devis, je vous dirai. Mais normalement, oui, on est dans ces alentours-là. Pour le compteur électrique, on a des solutions, mais simplement sur le protocole Webnis actuellement. Et ça arrivera également très certainement en LoRa. Je crois que je zappe des questions, je suis vraiment désolée. Denis, si tu peux répondre peut-être sur celle où je n'ai pas eu le temps de répondre. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière dans l'historique. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Je suis désolée, si vous pouvez les réécrire, s'il vous plaît. Et si vous en avez d'autres, je suis preneuse également. Je n'ai pas parlé de Sensing Labs, mais apparemment, il y a un connaisseur. Oui, effectivement, on est en impulsion. On en a en pulse, on en a en température et en hygrométrie également. Le 420 arrive très prochainement et on a aussi un capteur température avec sonde Dallas qui va arriver très prochainement également. Alors, le coût du service pour la solution efficace énergie, nous, on n'est pas sur l'abonnement annuel. En fait, dès que vous achetez la solution, vous en devenez propriétaire. Et nous, à notre niveau, on a un service support qui vient à votre aide. Et potentiellement aussi un contrat de maintenance pour des mises à jour récurrentes. C'est la seule chose, effectivement, qui est annuelle. Après, oui, effectivement, ça dépend de quelle référence. Sur les prix, on est du simple au double en fonction de la référence capteur. Par exemple, un capteur hygrométrique coûtera beaucoup plus cher qu'un température. Alors, pour le nombre de capteurs qui peuvent être accueillis par un concentrateur, là, globalement, il n'y a pas spécifiquement de limite. Après, c'est au niveau, en fait, si vous voulez, c'est au niveau de la bande passante. Il faut prendre en compte l'émission au niveau de la bande passante, mais finalement, globalement, notre solution globale, elle peut accueillir jusqu'à des centaines de capteurs.
on va jusqu'à 150, 300 capteurs facilement. Sans une température au niveau du conseil suite aux différents relevés. Alors, pour les conseils suite aux différents relevés des capteurs, en fait, comme je vous le disais, nous, on fait du support, donc on peut vraiment accompagner, même à analyser les données rapidement. Après, on a aussi des contacts dans le domaine qui pourront vous aider forcément. Pour les kits d'essai en LoRa, on en a qui sont en Pulse, effectivement. Est-ce que j'ai oublié des questions? Dites-moi. Plus de questions, apparemment. Alors, les kits LoRa, en fait, on est sur un mode simplifié de la partie capteur et concentrateur. Donc, finalement, on a un petit capteur et une petite passerelle, finalement, qui va venir récupérer l'information. Et ces données-là vont être consultables via une interface assez simplifiée sur ordinateur. Alors, pour les lycées, je réponds à celle-là, Denis répond à celle du compteur Linky. Pour les lycées, effectivement, on a une version pédagogique, un petit peu simplifiée aussi, beaucoup moins chère, mais accueillant moins de capteurs. En général, on met à disposition des TP pour aider à comprendre la télérelève, les systèmes d'économie d'énergie. Pour relever les compteurs gaz, quelle solution vous proposez? Alors pour du compteur gaz, actuellement, pour la solution Wavenice, on va proposer des capteurs de pulse qui vont être ATEX tout simplement. Suite à ce capteur, on va le remonter sur le chemin global vers un concentrateur et vers le logiciel de supervision. Après, par exemple, sur la technologie LoRa, actuellement, le capteur ATEX n'existe pas encore. Il arrive également très prochainement. Et là, l'idée, c'est d'utiliser une barrière ATEX. Mais là, par contre, il y a un certain contrôle à faire aussi pour la conformité de la barrière avec le capteur. Oui, comme je le disais, dans l'enseignement, on a déjà vendu. En fait, Distram, depuis des années, travaille dans l'éducation, on va dire, et met à disposition des systèmes pédagogiques pour les étudiants. Et nous, l'idée, c'est qu'au niveau du pôle efficacité énergétique, on a décidé aussi de développer, comme je vous disais, la solution efficace énergie, mais de mettre des kits, en fait, à disposition qui seront très adaptés aux besoins pédagogiques. Alors, comment est assurée la conformité du relevé des capteurs? En fait, la conformité du relevé des capteurs, en fait, on va pouvoir comparer avec les index des compteurs et des capteurs. Ensuite, il faut savoir que les capteurs, ils sont tous des capteurs qui sont certifiés. Y a-t-il des vérifications périodiques de ces capteurs? Alors, en théorie, non, mais en théorie, encore une fois, on compare les données à ce qu'on remonte et ce que remontent les compteurs. Et par contre, on peut effectivement vérifier ces capteurs, mais à ce moment-là, il faut globalement les rapatrier en général. Donc, le compteur gaz existant n'est pas équipé de sortie impulsion. Comment on fait pour équiper? Donc, on peut soit on met une tête impulsionnelle, tout simplement, s'il est équipable. S'il n'est pas équipable, malheureusement, on est obligé de changer le compteur.
Le logiciel intègre des unités de... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la dernière question. Je pense que la question, c'est est-ce qu'il est possible de créer plusieurs comptes? Oui, effectivement, il est possible de créer plusieurs comptes et d'adapter encore une fois le type d'accès aux données en fonction des comptes. Pour les solutions de lecteur optique en façade du compteur gaz, il en existe. Nous, pas particulièrement. Plus sur du lecteur optique, on va plutôt être sur tout ce qui va être compteur ELEC. Merci à vous d'avoir assisté à la présentation, Anne. Voilà, s'il y a encore une ou deux questions, on arrive à la fin d'ici 3-4 minutes. N'hésitez pas encore une fois à reposer des questions par la suite, parce qu'effectivement, il y a un flux important de questions et le temps de tout remettre dans l'ordre, vu que tout le monde est dans son propre secteur. Voilà, j'espère que j'ai essayé d'apporter les réponses les plus précises possibles. Alors, pour le visuel, justement, effectivement, j'en ai pas parlé. Suite à la présentation, alors je ne sais pas encore aujourd'hui ou demain, je vous mettrai le support à disposition. D'autre part, il faut savoir qu'on fera une prochaine présentation, on développera un petit peu un cas client début juin. Alors, je n'ai pas encore la date exacte, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Bah, merci à vous, Laure. Et tous les autres, d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Vous avez 3 minutes, donc n'hésitez pas. Bah, j'espère que vous aurez appris des choses, surtout. Bon, bah... alors, je ne sais pas vous répondre sur notre partenariat, mais un partenariat avec une formation BTS domotique, pourquoi pas? Et moi, pour ma part, je suis issue du domaine de la domotique, donc c'est quelque chose qui me sensibilise énormément. Encore une fois, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez qu'on vous contacte, si vous voulez des informations supplémentaires, il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire. Normalement, vous devez avoir mes contacts quelque part ou via WebIKEO, il y a l'onglet en dessous qui dit « Je suis intéressé, rappelez-moi » où vous pourrez, via lequel vous pourrez être appelé. Alors, sur une entreprise qui souhaite installer des capteurs de débit d'eau suite à une visite des installations, on sait faire un devis très rapidement. Alors, il y a deux modes de fonctionnement. Soit on part sur un mode où la personne nous donne déjà tous les éléments, on sait globalement ce qu'elle veut, c'est-à-dire quel système elle a en place, quel compteur. Là, on va déjà savoir ce qu'on va pouvoir lui mettre à disposition. Et si elle veut vraiment être dans la mesure plus précise que l'infrastructure, on veut la spécifier au maximum, on va pouvoir proposer un audit pour vous accompagner. Alors, si vous avez dépensé 10 000 € pour une installation, combien coûte l'ajout d'un capteur? L'ajout d'un capteur coûte le capteur lui-même et l'installation et la configuration. Donc, on est sur du 200 € à peu près, je pense. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, je vous ferai des devis en conséquence. Est-ce qu'on peut venir sur place? Oui, on a une équipe en fait de techniciens chez Distram qui est formée aux technologies Wavnis et LoRa et qui est à même de faire aussi bien des audits, qui est à même de faire des installations. Donc voilà, on a vraiment une équipe complète là-dessus. Est-ce que le rapport d'audit peut vous aider à proposer des capteurs adaptés? Oui, il peut nous aider effectivement à proposer des capteurs adaptés, tout à fait.
Après, de toute façon, si on se rend compte qu'il manque des choses, on reviendra vers vous afin d'essayer d'avoir les informations complémentaires. On est vraiment sur un mode service. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de vous accompagner un maximum. Si ces informations, vous ne les avez pas, nous, potentiellement, on pourra se rapprocher des fournisseurs de vos compteurs ou autres. Oui, on forme à nos systèmes également. On est un organisme agréé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a des formateurs formés pour ça et qui connaissent très bien nos systèmes. Je crois qu'on arrive à la fin, même largement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter après la conférence. On pourra voilà, vous amener toutes les réponses dont vous aurez besoin, qui seront positives ou négatives, j'espère pour la plupart positives, mais on sera là. Je vois qu'il y a encore une dernière question. Bah, merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura sensibilisé davantage. N'oubliez pas d'intégrer tout le monde dans le processus, c'est tout. Bonne fin de journée.